What do you see? All right, keep your eyes open. Yeah, I can see that. Look me in the eye. Look me in the eye. C'est aux yeux, Chico. Il ne ment jamais, l'œil. Do you want to see your girls again? You want to see it? See that? I can see that. De ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue parmi nous dans cet épisode hors-série annuel du 7e œil, un podcast cinéma dans lequel habituellement on décortique chaque mois une question autour d'un thème précis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 2e épisode hors-série de ce style puisqu'on avait déjà enregistré un épisode similaire l'année dernière. Vous l'aurez compris, on va parler de notre année de cinéma 2024. Donc le principe est le même que l'année dernière, on va tour à tour parler de 5 films qui ont particulièrement marqué notre année 2024. Mais comme d'habitude, pour parler de cinéma, je suis avec Dorian. Bonjour. Et Gauvin. Salut. Avant de commencer, je propose qu'on fasse un petit tour très rapidement de nos mentions honorables. Ouais, si, alors justement, oui. Je voudrais juste dire avant que je suis désolé pour l'année dernière, pour ceux qui ont été très attentifs, d'avoir mis un film de 2022 dans mon top de 2023, puisque le chapeauté était sorti l'année On s'en précédente. est même pas rendu compte. Personne s'en est On s'en rendu est compte. Si, des gens s'en sont rendus compte. Moi, je m'en Mais suis nous, pas non. rendu compte. Non. Et c'est a posteriori qu'on me l'a fait remarquer, du coup, voilà. C'est important de se faire pardonner un an après. C'est bien. Est-ce que tu veux le remplacer aujourd'hui ? C'est un peu tard, hein. J'ai absolument pas réfléchi, du coup, C'est un peu non. tard en plus. Vraiment pas. Mm. Par contre, les mentions honorables. Ok. Je te laisse commencer, Gauvin. Moi, j'en ai qu'une, en vrai, parce que je trouve que cette année n'était pas une grande année de cinéma. On a eu des très bons films, mais en moins grande quantité, je dirais, que l'année précédente. Et il n'y a pas eu de films qui ont été, pour moi, une claque monumentale, comme par exemple Babylone a pu l'être l'année dernière. Donc, quand même, j'ai une mention honorable pour un film très curieux, puisque c'est Heureux Gagnant, film français. Ah oui, avec Fabrice Eboué, c'est ça ? Ouais, enfin Fabrice Eboué qui est dans un des courts-métrages, parce que c'est une série de courts-métrages. D'accord, en fait. ok. Et du coup, vite fait, hein, c'est à chaque fois des gagnants du loto qui vont vivre des histoires vraiment totalement folles. Et c'est super dur, c'est très gore, très violent, très bizarre comme film, mais c'est assez curieux pour être intéressant. Ok. Voilà, j'ai trouvé ça super agréable à regarder, super... Il y avait des sujets qui étaient pas traités dans d'autres films, par exemple, ça parlait de terrorisme, donc c'était sympa de voir C'est ça. la comédie ? C'est Humour très noir très Ouais. humour noir, mais très noir plus qu'humour. D'accord, ok. Très cynique. Ouais, totalement cynique. Ok. Du coup, voilà. Et toi, Dorian, tes mentions honorables ? J'en ai 5. 5. Parce que, comme s'il y avait un top 10, mais du coup, je vais juste parler Ouais. vite fait de mon Vas-y. top 5. Et après, parler du top 5 qu'on doit faire, plus en précision. Alors, moi, il y a Furiosa, évidemment. Furiosa, évidemment, je suis un grand fan de Mad Max Fury Road et revoir Furiosa, on n'est pas du tout sur la même structure ou quoi, on est dans une structure beaucoup plus traditionnelle, mais il a quand même tout arraché, je trouve, et les scènes d'action sont monstrueuses. Il y a le robot sauvage que j'ai adoré, l'animation est magnifique et t'as des moments d'épique vraiment dans le film qui sont vraiment là pour t'émouvoir et ça marche très bien avec la musique, avec l'animation ou quoi, donc bravo à eux. Il y a Ferrari aussi, du coup qui est sorti en 2023, mais qui est sorti en 2024 sur les plateformes Amazon Prime. Donc c'est le dernier film de Michael Mann avec Adam Driver qui retrace un peu la vie de Ferrari, Enzo Ferrari. Et évidemment ce genre de film comme Happy Blenders de cet homme qui a un pouvoir au fur et à mesure du temps et qui devient autant détesté que admiré. J'adore ce genre de personnage et c'est très bien foutu et c'est très bien fait et voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé vraiment ça très intéressant et très bon. Ensuite il y a Changers, film avec Zendaya. La réalisation est vraiment incroyable, trop bien, et la musique, la BO, tout est bien, et franchement c'était une très très bonne surprise et j'ai adoré voir ça. Et le dernier, du coup, mon dernière mention honorable, c'est le dernier film de Clint Eastwood, Jury numéro 2. Donc évidemment, à 94 ans, on s'attendait pas forcément à avoir un grand film, surtout que son dernier Cry Macho était vraiment pas bon du tout. Et se rendre compte qu'à 94 ans, faire encore un film comme ça, c'est monstrueux, parce que c'était tellement intelligent, tellement le scénario était tellement original justement, et la réalisation, bon évidemment ça reste du Clint Eastwood, donc c'est très scolaire la manière dont c'est réalisé, donc on n'a pas forcément des effets de style à outrance, mais ça reste quand même vraiment une très très bonne surprise et un très bon moment que j'ai passé. D'ailleurs je suis numéro 2 qui a été mon top 5 mais qui a été changé il y a 2 jours.
Voilà. Donc D'accord. il était vraiment dans mon top Ok. 5 pour le coup, voilà. Ouais, on sort l'épisode un peu tard, mais ça nous a permis Ouais. aussi De rattraper certains films qu'on n'a voilà, pas vus en de rattraper 2024. un petit peu notre année. Bon bah, moi je vous bats, hein, j'ai 8 mentions honorables. Ah, s'il te plaît. purée, Donc, Ça, je la vais- vache. je vais- Et puis, J'ai pas réussi à faire de choix, j'ai vu énormément de films cette année. D'ailleurs, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Gauvin. Moi, je trouve que c'est. Enfin, pour ma part, c'était une année de Ouais. cinéma non, pareil. vraiment, Moi, vraiment j'ai- forte. Il y a beaucoup de bons films. J'ai vu beaucoup de films qui vont rester, je pense, longtemps dans ma tête. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mentions honorables. Je vais faire très très vite, hein. Donc, dans mes mentions honorables, j'ai mis Le Comte de Monte Cristo, parce que comme tout le monde, j'ai trouvé que c'était un très très grand divertissement, un film extrêmement bien réalisé, très bien joué et enfin, assez passionnant à suivre. Enfin voilà, dans les autres films pas très originaux qui sont dans mes mentions honorables, il y a aussi Anora, hein, la Palme d'Or Ouais, c'est vrai. de cette année, moi que j'ai trouvé super. Enfin, Sean Baker, c'est un réalisateur que je trouve assez passionnant aussi. J'ai mis Flow aussi, le film d'animation un petit peu post-apocalyptique où on suit un chat qui tente de survivre avec d'autres animaux. J'ai mis un petit truc en plus aussi, qui est pour moi Ok. la comédie de J'ai l'année. toujours pas vu. Moi aussi, je voulais le voir. En plus, ils ressortent les films. Ouais, il Euh, ressort, mais ce film-là, ça a fait je voulais le voir, ouais. un carton fou et je pense que c'est complètement mérité. Moi, je trouve que ce qu'a réussi à faire Artus avec ce film, c'est assez génial quand même. Il a réussi à proposer quelque chose d'assez classique dans la comédie française populaire qu'on connaît, tout en, je sais pas, en réunissant. Enfin, c'est hyper bateau ce que je dis là, mais il arrive à réunir vraiment tous les publics et à faire quelque chose d'assez génial et hyper drôle. Enfin, c'est super. Et j'ai mis quoi d'autre? J'ai mis Sauvage, le dernier film de Claude Barras, le réalisateur de Ma vie de courgette, qui a pas bien marché du tout cette année, à mon grand désespoir, parce que c'est un très chouette film sur l'écologie et sur la déforestation en Amazonie. J'ai mis Mon Inséparable aussi, ça c'est très récent, c'est un film avec Laure Calamy, film français, sur une femme qui est mère d'un enfant handicapé, qui a un retard mental, et qui tombe amoureux d'une autre jeune femme handicapée, et ils vont... Enfin, elle va tomber enceinte. Et donc s'ensuit tout un débat sur est-ce qu'il faut faire quelque chose, il faut les empêcher d'avoir un enfant, est-ce qu'ils seront Ah ouais, c'est aptes, chaud. c'est très très chaud, Ouais. est-ce qu'ils seront aptes à élever un enfant alors qu'ils sont pas tout à fait autonomes eux-mêmes, ou est-ce qu'il faut décider à leur place, est-ce qu'il faut les laisser décider, enfin voilà, le film est hyper intéressant pour ça. Et puis va pas forcément imposer un point de vue sur ce qu'il faut faire, et moi je trouve ça super. Et Laure Calamy, Pas de jugement, quoi. Voilà, pas de jugement. Et Laure Calamy, c'est une actrice que je trouve assez géniale. J'ai mis Hanzu Chat Fantôme aussi, un film d'animation japonais qui a pas très très bien marché en France non plus. Je crois qu'il n'est pas resté très longtemps en salle, mais super film réalisé en rotoscopie avec un chat qui rappelle un petit peu Totoro dans l'esprit. Je crois que j'ai fait le tour. Il manque juste un film qui s'appelle Hundreds of Beavers, donc dernier film. Ok, je connais pas du tout. Ça, c'est un film pareil qui est sorti en 2022 aux États-Unis, dans les festivals aux États-Unis, mais qui est sorti en France en salle en 2024. J'ai pas voulu le mettre là parce que je l'ai pas vu au cinéma. Et le film est vraiment sorti dans trop peu de salles, de toute façon, pour que je réussisse à le voir au cinéma. C'est un film burlesque, muet, en noir et blanc, très barré, avec un mec qui C'est fait. avec les castors là. C'est ça, ouais. Ah, ok. Avec un mec qui Beavers, se ouais. fait globalement Ouais. pourchasser par des castors, mais je vais pas en dire trop parce que c'est un film qu'il faut voir absolument. Voilà, pour mes mentions honorables, j'ai essayé de faire très court, j'ai pas fait très court. Non, en Non, vrai, pas si trop. ça fait. Enfin, si, pour Bah, 8 pour films, huit films, pour huit oui. films, ça fait court quand même. J'ai fait ce que j'ai pu, mais j'étais obligée de parler de tous ces films-là qui ont, enfin voilà, résumé vraiment une année en 5 films, Mais c'est c'est très vrai très qu'il y compliqué. a eu une bonne année. Pour moi, je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de très bons films et tout. Donc, non, il y a eu des très bonnes surprises. Il y a eu même une ou deux claques. Ah ouais, à ce moment-là. personnellement. Ah, Ok. tu teases ton top 5. En vrai, une claque. Bon, bah, est-ce qu'on passerait pas au cinquième Eh bien, on va passer au cinquième film de nos tops. Donc Gauvin, c'est toi qui commence. Alors, moi, c'est un film que je pourrais potentiellement mettre en top 1. Oh. Mais que je mets en 5ème place parce que je pourrais pas forcément le revoir tellement c'est trop dur pour moi à regarder. C'est un film qui est très éprouvant et qui en fait est super intelligent, super bien réalisé, qui en plus moi m'a parlé personnellement parce qu'il traite d'un sujet que j'ai étudié pendant 2 ans quand j'étais à l'école. Et c'est Civil War, du coup, qui est une surprise absolue. Donc en fait, c'est étant donné qu'on suit des journalistes en temps de guerre, etc. Donc en fait, ça traite d'un sujet que j'ai étudié quand j'étais en école d'audiovisuel, qui est l'importance du point de vue et du coup la volonté et le fait de faire quelque chose juste parce que tu peux le faire ou pas. C'est-à-dire que en tant que personne qui réalise des films, qui réalise des documentaires, des choses comme ça, en tant que personne qui ont le pouvoir
de montrer des choses, de faire entendre des choses à des gens, on a aussi le pouvoir de faire passer des messages. Et du coup, dans ce film, on voit, pour des journalistes, l'idée de est-ce qu'on le montre, est-ce qu'on ne le montre pas, est-ce qu'on veut transmettre ce message-là aux gens, est-ce qu'on le transmet pas. Et c'est quelque chose qui est super intéressant et qui, du coup, est très dur, parce qu'en plus, là, on est sur Bon, un ça se contexte- termine aussi. Hein. Ouais, C'est bah, tout un symbole. Hein. Et puis surtout qu'on a des personnages qui sont, pour certains, détestables au possible, qui justement, eux, ne traitent pas de cette question du point de vue et de la volonté et du fait de le faire ou de pas le faire, et qui juste se disent, faut tout montrer. Et ça en devient en fait horrible, où un des journalistes va filmer du cadavre à l'appel, de la violence physique à l'appel et tout, ce qui n'a aucun intérêt pour l'information, mais ce qui a un intérêt pour le message de la violence des faits, et qui est horrible. Donc ça pourrait être justement pour la qualité du film un top 1, mais trop dur à voir. Ouais, c'est vrai que moi je l'attendais. Enfin, je voulais le voir parce que c'est Alex Garland, le réalisateur, celui qui a fait Ex Machina, qui est un très très bon film. Et moi je n'ai pas excessivement bien aimé, j'ai pas trop accroché au quoi du film, mais c'est vrai qu'on peut reconnaître que c'est plutôt bien foutu. Genre, c'est vraiment plutôt bien foutu. Et le personnage de comment il s'appelle, avec les lunettes rouges là. Avec les lunettes rouges. Alors là, c'est un très petit indice pour moi là. Bah, le roux, à un moment donné, qui. Jesse Plemons. Ouais, Jesse Plemons, pardon. Jesse Plemons, celui qui tue. Ah oui, d'accord, ça y est. Tu vois. Oui. Et ce personnage, il est incroyable. Oui. Non, il est incroyable. Donc voilà. Toi, Dorian, ton top 5 alors? Alors, mon top 5, c'est un film que j'ai vu il y a 2 jours, du coup. C'est du coup La Zone d'intérêt. Tu l'as vu au cinéma? Non. Non, tu l'as rattrapé? Non, alors, Okay. vu le film, je pense que peut-être il aurait gagné une place en l'ayant vu au cinéma, ça c'est sûr. Mais malheureusement, il est pas au cinéma. Il est plus au cinéma. Et franchement, c'est juste fascinant. Ouais, c'est juste un film fascinant déjà auditivement, parce que bon, pour la faire court, La Zone d'intérêt, c'est un commandant nazi qui, avec sa famille, sont installés du coup dans une belle maison bien idyllique ou quoi que ce soit. Et les murs donnent sur Auschwitz, en gros. Donc t'as les 5 camps de concentration qui sont vus sur le jardin. Et en fait, t'as pas besoin d'expliquer qui sont les nazis, t'as pas besoin d'expliquer ce qui se passe. En fait, rien n'est expliqué parce qu'on le sait. Ça se passe de mots, on le voit, on sait ce qui se passe. Et déjà, c'est subtil parce qu'ils vont pas expliquer comment ça se passe ou quoi que ce soit. Rien n'est expliqué. On est du point de vue du mal. Il y a, en fait, il y a aucun. Il y a aucun héros et quoi que ce soit. On suit le mal, on suit les antagonistes. Et c'est bizarre. C'est pas comme Une vie cachée ou Une vie cachée de Terrence Malick, on suit les Allemands, le point de vue des Allemands. Là, on suit le point de vue des nazis. Donc, on suit vraiment quelque chose qui est très dur à voir. Et c'est fascinant auditivement parce que la nappe sonore, elle est jonchée de cris, de coups de feu. Oui, pas forcément ce que t'entends depuis ton jardin. Ouais, exactement. Mais en fait, tout est parsemé comme ça. Et ça met le froid dans le dos, et c'est super bien fait parce que eux, ils passent leur meilleure vie. Genre, les enfants, ils savent pas trop ce qui se passe. Même si en vrai, ils sont plus intelligents qu'ils le pensent, tout ça, mais qu'ils croient, pardon. Mais c'est bizarre, et ça exprime le dégoût tout simplement de voir ces enfants vivre une vie parfaite alors que sa famille participe à un génocide d'un peuple. Ouais. Et c'est horrible. Et la mise en scène où tu vois la fumée découler des tours, où tu vois la fumée qui traverse un peu le cadre ou quoi que ce soit, tu le vois au loin, ou même tu as des scènes qui sont plus que subtiles où tu as juste le couple de nazis qui sont là juste à rien dire, mais juste à fumer des cigarettes, par rapport à ce qu'ils font, tout ça, tout est vraiment très explicite. Et la fin, bon, je spoil du coup la fin qui pour moi, bon, chacun sa définition de cette fin, parce que elle est assez expérimentale, mais je trouve que elle est magnifique, la fin du nazi qui finalement est pris de nausée et comme de remords ou quoi que ce soit. Et justement, il voit vers une porte sombre, tout simplement. Et là, on voit directement vers ce qui se passe aujourd'hui. Donc Auschwitz aujourd'hui. Donc avec tout simplement toutes les conséquences numériques. C'est-à-dire, on voit toutes les chaussures, on voit tous les habits des juifs déportés qui sont mis dans des amas. Du coup, en image réelle. En image réelle. C'est le musée, quoi. C'est le musée. On a filmé le musée qui est et en fait, aujourd'hui. quand on voit tout ce qui s'est passé, enfin, on voit tout ça, c'est comme si par exemple le nazi a un flash de numérique de ce qui se passe et tout ça, et du présent tout simplement. Et c'est fou d'avoir ce genre de vision.
et de se rendre compte de l'horreur de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, quoi, tout simplement. Mais non, franchement, le film, il est chef-d'œuvresque. Franchement, il n'y a rien à dire. Chef-d'œuvresque peut-être pas, mais c'est un très très bon film. Et en plus, c'est le réalisateur de Under the Skin, qui pour moi, j'avais du mal à rentrer, mais j'avais besoin de le voir plusieurs fois parce que c'était un film qui comme dans Les Zones d'intérêt, c'est un film sensoriel où faut pas le voir pour le scénario, pour l'écriture, quoi que ce soit. C'est un sens, tu vis une expérience sensorielle. D'accord. Et comme dans Under the Skin, d'ailleurs, il a mis 10 ans quand même pour faire son prochain long métrage. Franchement, c'était très très bonne surprise. Donc voilà. Ok, merci Dorian. Mais je suis d'accord avec toi, La Zone d'intérêt, très grand film qui aura marqué l'année 2024. Mais très dur, mais hyper intéressant pour tout ce que ça raconte. Et tu l'as très bien résumé et t'en as très bien parlé. Merci. Bon, moi je passe sur autre chose, voilà. Mais un peu plus léger, mais un film quand même avec Toujours sur Auschwitz. son lot de profondeur. Mais les personnes qui nous écoutent, vous saurez que ce film-là est présent dans le podcast puisque c'est la miniature finalement. D'accord. Donc mon top C'est 5 d'animation, je crois. Hein. d'animation exactement, c'est Blue Giant. Waouh. Film d'animation japonais qui parle d'un jeune homme qui veut devenir le plus grand saxophoniste de tous les temps, globalement, le plus grand jazzman. Enfin voilà, c'est un shonen. C'est vraiment le schéma narratif du shonen, mais avec un musicien, quoi. Au lieu de vouloir devenir le plus grand des pirates ou le plus grand Hokage, il va devenir le plus grand saxophoniste. Donc moi j'ai trouvé le film très intéressant sur plein de points. Je trouve la musique exceptionnelle. D'ailleurs, Blue Giant est non seulement dans mon top 5, mais dans mon top 1 Spotify de l'année. Ah oui, d'accord. La musique, ça, elle est La folle. compositrice, j'ai plus son nom de famille, c'est Hiromi quelque chose. Elle est dans mon top. J'ai écouté la bande son de Blue Giant toute l'année. Donc ce film m'a habité sur plein de niveaux différents. Donc la musique est exceptionnelle. C'est un mélange entre du coup cette compositrice Hiromi et Coltrane, hein, si je me trompe pas. Il y a beaucoup d'inspiration. C'est pas du sample, mais on est sur un mélange entre Coltrane et Hiromi. Et visuellement, c'est assez classique dans la manière dont c'est fait, hein. C'est de l'animation japonaise en 2D, mais il y a des passages en 3D, ce qui peut refroidir beaucoup de gens. Mais moi, j'ai trouvé que c'était toujours très pertinent la manière dont c'était utilisé, parce que souvent on utilise la 3D maintenant pour des scènes épiques, que ce soit dans l'Attaque des Titans ou ce genre d'animé avec beaucoup d'action où on va animer en 3D des monstres par exemple, ou là des titans en l'occurrence. Là on anime des moments de concert, de spectacle. Et ça rend, je trouve, les moments beaucoup plus réalistes et ça donne vraiment un effet palpable à la scène. Et en même temps, il y a de la 3D mêlée avec un peu de surréalisme dans le montage qui donne, quelque chose d'assez hallucinant. On est musicales. sur pas mal de scènes de concerts, quand même, sur quasiment de l'hyper-réalisme, avec de la ride, des gouttes de sueur, des choses comme ça qui sont exagérées à l'extrême, quoi. Ouais. Donc on est vraiment sur... ça c'est typique de l'animation japonaise, hein, le fait d'exagérer. Extrapoler tout, ouais. Enfin, tu vois, c'est aussi Olivier Tom avec le foot, avec les terrains qui font 12 km là. Donc c'est très japonais, mais c'est très exagéré sans être cartoonesque non plus. Oui, c'est ça. Donc c'est exactement ça. Voilà pour nos top 5. Et en vrai, moi je pourrais te rejoindre sur mon top 4 puisque je pense que c'est Blue Giant aussi. Ah, top. Ça fait une belle transition. Ouais, mais du coup, j'aurais rien de plus à dire forcément. Après, je pense que si je veux parler de l'expérience, de la façon dont je l'ai vu et du coup dont tu l'as vu, Nina, c'est un truc qui fait que c'est un souvenir assez mémorable. Je crois qu'on en avait parlé vite fait au Chaplin, du coup dans l'épisode vidéo. Mais tu peux en reparler. Ouais, vite fait, comme on a pu assister à une représentation spéciale du film avec ensuite un concert du coup par des jazzmen, ça avait un petit plus, quoi, enfin un gros plus de cette expérience. Après on était carrément dans l'univers du film puisqu'on regardait ce concert. Et juste pour compléter sur ce que tu as pu dire vis-à-vis de la musique, je trouve que c'est un super hommage aussi au jazz japonais qui pour moi est aujourd'hui donc le Japon le plus grand pays du jazz actuellement, c'est-à-dire que c'est lui qui pour moi le fait vivre. Après que finalement les États-Unis les laissaient un peu à l'abandon, étant donné que les États-Unis vont souvent utiliser ce genre de musique, on va dire moins savante, parce que le jazz est quand même une musique à la base quand même des rues quasiment, et ils vont souvent l'utiliser pour accompagner des mouvements. Dans les années 2000, on est plutôt arrivé, et même dans les années 90, vers le mouvement hip-hop, ce qui a fait abandonner le jazz. Et du coup, il est parti au Japon, où justement on a des artistes qui mélangent jazz et électro qui sont incroyables. Et je
trouve que c'est là où on va avoir cette vibe justement blue la plus forte aujourd'hui. Donc très bel hommage aussi pour ça. Bah, je vous rejoins, top 4, hein, Blue C'est vrai Giant. Ouais. Ah bah c'est Blue bien, on a une Giant. transition bien. Parce que, bien nette. bah, de toute façon, je pense que tout a été dit, mais moi, c'est vraiment. Bah, déjà, le dernier vraiment film musical, je parle pas de comédie musicale, de film musical, où vraiment j'étais autant happé, c'est vraiment Whiplash. Hein. C'est. Ouais. Même dans la manière dont c'est fait ou quoi que ce soit, bon, bah, je trouvais ça tellement. C'est un ovni en fait, c'est vraiment un ovni très bien fait. Et moi, vraiment la mise en scène par rapport au goût extrapolé ou quoi que ce soit, ou même les visuels, ils arrivent vraiment, je trouve, ce qui m'a vraiment heurté, c'est ils arrivent vraiment à retranscrire des émotions visuellement en fait. Et c'est ça je trouve ça fort parce que non seulement ils arrivent à les retranscrire visuellement, mais ils arrivent à nous les faire ressentir par leur visuel. Et c'est ça enfin je trouve c'est tellement beau, tellement bien fait, et tu arrives à ressentir les frissons qu'ils ont envie de te faire transmettre. Et c'est fou de te dire, bon bah là on va te faire ressentir les frissons, tu vas avoir des frissons. J'ai des frissons. Donc bien joué. Donc rien que pour ça déjà c'est incroyable. La musique, hein, la musique de base, elle est... En fait quand comme dans Whiplash où t'as le thème de base, la musique de base dans Whiplash, bah là pareil, t'as la musique de base dans Blue Giant, elle est incroyable, et quand t'as une bonne musique comme ça, bah voilà, déjà t'as gagné beaucoup de points pour ce genre de film. Donc franchement très bonne surprise, très beau, très bien aimé. C'est très les personnages, les 3 personnages sont très attachants, et franchement j'ai adoré. Voilà. En vrai, j'ai bien envie de faire une petite comparaison pour Blue Giant vis-à-vis d'un film qui m'avait déjà marqué énormément quand j'étais enfant, mais qui est adapté, si je me trompe pas, d'un conte, puisque je l'avais aussi en livre audio et compagnie. Enfin, c'est un truc un peu bizarre, qui est Piccolo Saxo. Ah, je connais. Oui. Je connais. Et, Ça date ça. Ah, ça date vénère. Hein. Et du coup, il y a un truc que j'ai adoré dans le film qui est lié en fait à l'écriture de l'histoire et qui est la même en fait que dans Piccolo Saxo, c'est que notre leitmotiv, notre main theme qu'on va entendre tout au long, en fait se retrouve de plus en plus complet au fur et à mesure, puisque d'abord on a que le saxophoniste, puis ensuite on a le pianiste, le batteur, etc. Et en fait on a ces couches qui s'ajoutent à la musique, un peu comme si on construisait une musique voilà, dans une composition, et un peu comme on le retrouve du coup dans Piccolo Saxo, où à la fin du film on a tous les instruments qui se mettent à jouer la même musique. Et je trouve que ce côté épique de l'accumulation d'instruments jusqu'à avoir un grand final, ça rend le truc... Le comparatif fait rire. mais ça fait Mais c'est vrai que c'est vrai, monter c'est les ça, émotions, c'est ça. quoi, en fait. Mm. Donc voilà, très cool sur ça. Ouais, bon, c'est suffisamment Bon. fou pour le souligner, mais comme le film est quand même dans nos 3 tops, Ouais. c'est que vraiment aller le voir quoi. Faut Ouais, aller le voir clairement. parce qu'on a quand Bien même sûr. tous les 3 des goûts très très différents. Oui. On n'est pas souvent d'accord sur les films Ouais. qu'on aime. Donc là, Blue Giant, si on est tous les 3 d'accord pour dire que c'est l'un des meilleurs films de l'année, c'est qu'il faut lui donner Allez sa voir. chance. Et puis c'est pas si long, ça se regarde. Ouais. Ah ouais, puis c'est... Non, c'est trop bien, regardez-le. Regardez-le, par pitié. Shonen quoi. Moi, je vais passer à mon top 4. Là, c'est une place qui a un petit peu bougé. J'ai hésité à laisser cette place-là au Comte de Monte Cristo. Mais comme c'est un film dont on a énormément parlé cette année, je me suis dit il faut que je parle d'un autre film dont on a énormément parlé cette année, mais un film qui, je pense, est plus important pour l'histoire, tout simplement. Ok. Pour l'histoire de la Terre. Voilà. Donc, c'est Les Graines du Figuier Sauvage. Donc, film pareil qui était à Cannes, film iranien, très important d'un point de vue politique, je pense. Donc c'est l'histoire d'un homme, d'un père de famille qui est fonctionnaire et qui va en fait travailler, je le dis un peu en gros, mais pour le gouvernement, quoi, et qui donc va se retrouver un petit peu en danger. Il va mettre un peu en danger sa femme et ses enfants parce que c'est devenu une personne globalement dangereuse pour les révolutionnaires. Et on va commencer un petit peu surveiller cette famille, on va commencer à surveiller leurs faits et gestes. Et donc ils vont devoir faire très attention, donc notamment les filles de cet homme-là, faire très attention à ce qu'elles font, parce qu'elles sont jeunes, elles sont adolescentes, jeunes adultes, et donc elles ont forcément une envie de militer, de protéger leurs droits de femmes dans un pays où les droits des femmes sont quand même pas les plus protégés, hein. Mais elles vont pas pouvoir, quoi. Donc c'est un film qui est hyper intéressant pour évidemment tous les sujets féministes, tous les combats féministes qu'il y a en Iran depuis quelques années, notamment autour du mouvement Femmes Vie Liberté, qui est un mouvement qui a demandé à beaucoup de femmes énormément de courage pour le protéger, parce que les femmes qui militent dans la rue risquent de mourir à chaque moment pour militer pour leurs droits. Et c'est un film qui mérite énormément d'exister. C'est un film qui a, pour lequel le réalisateur Mohamed Rassoulov a tout risqué. C'est pas le réalisateur du coup. Ouais.
Genre, il peut plus retourner dans son pays. Je Il crois qu'il est peut plus il est en prison. retourner. Ouais, il Enfin, est pas s'il en prison. Ouais, c'est ça. Si il y retourne, il sera emprisonné. Là, actuellement, il me semble qu'il est encore en France et il est dévasté, quoi, parce C'est que pas sa lui qui avait famille est en montré Iran. à Cannes les photos des gens avec qui n'étaient pas présents ou quoi que ce soit. Je crois qu'il y avait un truc Oui, comme c'est ça. possible. Je crois Ouais. que c'est lui. Bah, ils le font souvent, ça, Ouais. les Iraniens, parce que les acteurs sont pas très bien vus non plus en Ouais. Iran, parce qu'ils font partie du film, quoi. Donc le réalisateur est plus mis en cause, mais les acteurs le sont aussi. Il y a beaucoup de films, dans ce cas-là, où c'est très très compliqué. C'est très très compliqué de se déplacer et Pour voir son art. voilà. Donc film très important, un film qui a beaucoup fait débat au moment de la Palme d'Or, parce que pour beaucoup, c'était ce film-là qui méritait la Palme d'Or. Je trouve qu'Anora est un film super sur plein de points. J'ai pas envie de dire qu'il mérite pas la Palme d'Or, Il est moins poétique. mais pour ce que le film apporte, pour ce que les graines du figuier sauvage a demandé, tu vois, de vie, de moments de vie à ce monsieur et à toute son équipe, ça méritait aussi. Il a pas eu un prix? Si, il a eu un prix, je saurais plus dire lequel. Ok. Mais peut-être le prix de la mise en scène. Enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais, ok. Mais il a quand même reparti avec quelque chose. Mais voilà. Donc, Il faut que je le voie aussi, mais sinon il ressort, donc je pense que j'irai le voir. et ça, vaut mieux le voir au cinéma. C'est un film Il qui est est long, assez je crois, long. il fait 2h40. Ouais, c'est assez long. Ok. Donc voilà pour les top 4. On va pouvoir passer au top 3. Et là, un film qui, moi, pour ma part, rentre dans un top même ever des films détente. D'accord. Oula, ok, C'est-à-dire carrément. que c'est un film que je peux revoir à n'importe quel moment quand je sais pas quoi regarder. C'est toujours un super moment. Et, Un comfort movie. ouais, c'est un comfort movie qui peut aller un peu dans le même sens que par rapport à l'année dernière, Donjons et Dragons, du coup. The Fall Guy. Ah, ok. Ah, ok. C'est le truc avec Ryan comment il s'appelle Gosling. Ryan Gosling. Ryan Gosling, ouais. Ok. Et c'est pour moi une surprise de ouf parce que je m'attendais à absolument rien. J'y suis allé les mains dans le slip en mode bon, moi ça va être un film à la con, quoi. Et j'étais mort de rire tout le long, j'étais super content, et en ressortant, j'en ai parlé et tout, j'étais en mode mais ce film-là, il va potentiellement être le top 1 de cette année, quoi. Genre c'était... Mais alors, il revendique rien, hein, ce film, il transmet pas de morale, il transmet rien. Et Mais- t'as quand même un gros message sur la place des cascadeurs dans le cinéma. D'accord, si tu Ça, veux, enfin, c'est ça- un ça message critique qui est... C'est vraiment engagé, surtout que le réalisateur est lui-même cascadeur. C'est quand même très engagé, je trouve. Pour moi, c'est pas plus engagé que ça dans le sens où le public cible n'est pas non plus le cascadeur. Les gens qui vont voir le film ne sont pas forcément... Non, mais il visé revendique pour être quelque chose, il cascadeur. revendique son métier, qui Certes. a beaucoup plus d'importance, quoi. Certes, mais toi qui vas voir le film en tant que humain lambda qui a un métier pas du tout dans le cinéma, tu vas voir ça, tu vas pas te dire ok, je vais plus donner de respect Non, au c'est sûr. cascadeur. Non, parce qu'il a trouvé ça en humour, en mode Ouais. c'est des petites piques qui restent au cinéma, quoi. Mais bon, voilà. Oui, allez, on va dire que ça peut revendiquer ça, mais pour moi, c'est pas non plus. Ça m'a pas changé mon état Oui, bien d'esprit sûr. sur le cascadeur au cinéma à un point drastique. Cela dit, c'est vraiment un film qui est super agréable à revoir. Et c'est pour ça que, contrairement à Civil War, où je peux pas le mettre si haut dans le top parce que je peux pas le revoir, là, mais c'est à tout moment, on me dit viens, on se Ouais. regarde The Fall Guy et je suis super plaisir. content. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, franchement, je le conseille à tous ceux qui ont envie juste de passer un moment détente, quoi, un petit moment Ouais. sympa. C'est- Pareil, j'avais pas trop accroché parce qu'en vrai, c'est genre de. En fait, l'action est très trop bien. Même la première scène. Allez, Mais soit c'est un plan génial. séquence en plus, il me semble. Oui, mais enfin, c'est- au moins numérique. Ouais. Mais l'action, franchement, a donné tout ce qu'il y a de l'avoir. Après, bon, c'est genre. Je crois que c'est celui qui a fait Bullet Train aussi. Oui, c'est pour ça que j'ai adoré. Et ouais, en fait, c'est pareil, c'est le même truc. C'est-à-dire que c'est pas mon délire parce qu'on rentre trop dans la comédie absurde, entre guillemets. Mais les scènes d'action sont très très bien. Donc là-dessus, rien à dire. C'est vrai que c'est un très bon divertissement pour le coup. Ok, je l'ai pas vu. Franchement, si t'as rien à faire, bon, c'est pas le cas. T'as jamais rien à faire. T'as jamais rien à faire. Mais un jour, tu te dis, vas-y, je me le fais. T'avais vu Bullet Train? Non. Bah, franchement, fais-toi Bullet Train. Parce que c'est Ouais, commence par Bullet Train, d'abord. pour toi, c'est plus ton truc, je pense. Commence par Ok, par ok. Bullet Train. Mais je l'ai pas vu, mais ça m'intrigue un peu Bullet Train quand même. J'avoue. Et toi, Dorian, ton top 3? Et bah, ça va être un autre film iranien. Tatami. Ouais. Ah, let's go. Je Tatami. l'ai pas mis dans mes mentions Nora, mais ça aurait pu. Tatami est pour moi, je dirais pas une claque, mais peut-être la plus grosse surprise de l'année pour moi. Eh, c'est moi qui t'avais conseillé d'aller le voir. Bien joué à toi. Et... Et- Bon, voilà, je Ouais, le dis. bah, Flex, t'as tout à fait Ça raison. peut-être. Ouais. Mais franchement, ouais, Tatami et les deux premiers sont pas des surprises, hein, mais lui, pour le coup, c'est la plus grosse surprise que j'ai eue au cinéma cette année. C'est
Bon, déjà, je te fais rapidement l'histoire. On n'est pas non plus dans quelque chose de très joyeux. On est vraiment dans un film complètement politique où justement, tu as une combattante iranienne qui de judo, ouais, qui justement, elle est, je crois que c'est championnat du monde, ou c'est un grand tournoi très majeur où justement, elle, son but, c'est de gagner. Elle est entraînée pour ça et elle veut juste vivre de sa passion et réaliser son rêve de gagner, tout simplement. Et le problème, c'est qu'au fil du temps, elle continue à progresser. Le problème, c'est qu'il y a aussi une autre combattante à côté qui progresse, c'est une combattante israélienne. Et c'est vrai que, du coup, là, on rentre dans le conflit politique. Et justement, les grandes instances du sport iranien commencent à te dire, écoute, là, va falloir peut-être que tu quittes le tournoi. Et elle est en mode, elle comprend pas, hein, mais comment ça, genre moi j'y suis pour rien, genre moi j'ai envie de réaliser mon rêve, j'ai envie de faire mon propre parcours, mais le truc c'est que plus le temps avance, plus tu te rends compte que la fédération sportive, ça va jusqu'au ministre, et ça touche vraiment à une sphère politique un peu plus grosse, et ça va de plus en plus loin jusqu'à menacer sa famille, la prendre en otage. Et là, ce qui est fou, c'est que là où beaucoup de gens auraient lâché dès les premiers coups de pression, elle ne lâche à aucun moment. Et elle va jusqu'au bout et tout. Et c'est horrible parce qu'elle se prend toute la pression médiatique, toute la pression autour d'elle. Et elle ne lâche à aucun moment parce qu'elle est forte. Et c'est ça qui est le film qui veut nous montrer, c'est que c'est la force de ce personnage, la force de ce film, le courage de réaliser un film pareil. Parce que ça parle aussi justement de la pression politique du gouvernement iranien, de comment la femme elle est pas libre d'accomplir son propre rêve, genre elle est soumise au gouvernement, tout simplement. Et en fait, ce film, d'un point de réalisation, c'est chef-d'œuvre, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est solide, c'est monstrueux, et à un moment donné dans le film je me dis à un moment donné ça y est, ça va descendre en termes d'intensité, ils vont faire des trucs un peu plus chill. Non, tout est précis, chaque plan est précis, chaque plan est solide, chaque plan est monstrueux, chaque plan veut dire un truc, mais pas seulement veut dire un truc, il veut dire un truc de puissant. Et t'as des scènes qui sont viscérales, et franchement l'acting, j'ai même pas besoin d'en parler à quel point c'est parfait. Donc non, franchement, Tatami est la plus belle, la plus grosse surprise que j'ai eu au cinéma cette année, en tout cas. Donc voilà. Trop bien, je suis trop contente que ce film-là il soit arrivé dans ton top. Mais largement. Mais ouais, très grand film. Moi, je veux juste souligner cette scène qui m'a profondément marqué dans Tatami, où elle enlève son voile. Ça aussi. Franchement, là, j'ai eu des frissons. Je suis en mode, ah ouais, c'est fort. Ouais. C'est fort de fou. Ça, c'est un geste, quand je le vois dans des films iraniens, c'est pas la première fois que je vois ce symbole très fort qui est vraiment la porte de non-retour pour les réalisateurs. Hein. Tu fais ça dans ton film, c'est une règle. Je crois, il me semble que j'avais fait une sorte de. J'étais tout seul, une sorte de mouche en mode ah ouais, culotté. Ouais. Ah, non, ça, c'est très grave. Culotté. Très grave. Tu vois, il y a des petites règles à la con dans le cinéma iranien, si tu veux correspondre aux attentes du gouvernement, il faut que les gentils aient des prénoms coraniques, les méchants n'aient pas de prénoms coraniques, éviter que les gentils aient des signes occidentaux, genre des cravates ou des trucs comme ça. Et évidemment, les femmes doivent avoir les cheveux couverts dans les films iraniens. Et donc, quand tu vois des femmes retirer leur voile, c'est fort. C'est toujours un moment où moi j'ai le cœur un peu qui s'arrête. C'est en mode, c'est choquant. C'est choquant de voir ça quand même. Ouais. Donc, le film n'est pas juste un poncif politique qui veut essayer d'être un peu, un peu subversif. Là, il risque beaucoup de choses, le réalisateur et l'actrice. C'est exactement pour ça. Quand je dis courageux, c'est courageux aussi de la part des réalisateurs de réaliser ça, parce qu'ils ne rentreront plus dans leur pays en faisant ça, en fait. Bien sûr. Et je pense, donc bravo, parce que ça va au-delà de voir là c'est vraiment le film politique, mais ça apporte quelque chose de beaucoup plus puissant vu le contexte et vu les conséquences de faire ce genre de choses. C'est ça qui est passionnant avec le cinéma iranien, c'est que ça dépasse le simple médium du cinéma. Quel chef-d'œuvre. Voilà. Bon, moi je passe à mon top 3. Film qui a pas très bien marché, je crois, film documentaire. Que je crois que vous n'avez pas vu, qui s'appelle L'homme aux 1000 visages. Voilà. Je connais pas. C'est un film qui a été réalisé par Sonia Kronlund, qui est une journaliste à la base, qui n'est pas réalisatrice, et qui tient l'émission sur France Culture qui s'appelle Les Pieds sur Terre, qui est une émission que moi j'écoute tout le temps dans les transports, qui est une émission en fait de témoignages, de gens qui témoignent, je sais pas, ça peut être sur l'IVG, ça peut être sur je sais pas, des problèmes familiaux, enfin c'est très très large, c'est un éventail qui est très large, mais c'est toujours des histoires un petit peu originales, un petit peu étonnantes. Ou des sujets politiques un peu compliqués. Enfin voilà, ça peut être plein de choses.
Et donc moi j'aime beaucoup déjà son émission, donc évidemment quand elle annonce qu'elle fait un film, ça m'a intriguée, et surtout que c'est un film qui est tiré déjà d'une émission. Donc en fait c'était une émission dans laquelle elle interviewait une femme qui s'était faite avoir par un homme. En fait elle vit en couple avec un homme pendant quelques années, ils ont des enfants, etc. Et elle se rend compte que cet homme vit d'autres vies avec d'autres femmes et qu'il a d'autres enfants dans d'autres pays. Ok. Et qui mène voilà, une double vie, voire une triple vie, voire une quadruple vie, Ah ouais. puisqu'il a plein de femmes, et il a plusieurs prénoms, il a plusieurs comptes Facebook, avec toujours les mêmes photos, enfin voilà. Voilà. Mais c'est un homme qui est parfois brésilien, parfois argentin, Ouais, il change de mais il nationalité a... carrément. Ouais. Je crois que de base, il est brésilien, mais il change de nationalité sur des pays de l'Amérique latine. Il a une femme en Norvège, il a une femme en France. Voilà. Et globalement, tu sais pas trop pourquoi il fait ça. Parce qu'il demande de l'argent à ses femmes, mais à chaque fois, c'est des sommes qui sont très petites, parce que ça coûte cher d'avoir 4 familles quand même. Ouais. Donc c'est toujours des sommes, tu vois, pour prendre un billet d'avion, pour aller à un séminaire, entre guillemets, en Norvège, alors que c'est pour voir son autre famille. Donc il travaille pas, ce monsieur. C'est fou ce qui se passe. Et donc voilà, donc en fait tout est parti d'une émission avec un témoignage d'une femme qui est française, qui se rend compte qu'on lui a menti pendant des années et qui est donc traumatisée parce qu'elle a fait une vie avec cet homme-là. Et donc Sonia Kronlund part un petit peu à la rencontre des autres femmes qui ont vécu également en couple. Certaines femmes ont accepté de témoigner à visage découvert, pardon. D'autres femmes n'ont pas voulu, mais ont bien voulu partager leur témoignage, donc elles sont jouées par des actrices. Ok. Mais c'est tellement bien foutu que je sais pas trop quoi en penser, mais qu'on sait pas qui est une vraie témoin et qui est une actrice. Ah ouais. Ok. Donc c'est un peu on sait pas trop où se placer, mais le film est hyper On les voit intéressant. ou ils Et sont, on les voit, on les voit. elles témoignent. Sonia Kronlund, elle les suit dans leur quotidien, elle pose des questions, etc. Mais on sait pas qui est actrice et qui est une vraie victime de ce monsieur-là. Et en fait, tout l'objectif du documentaire, c'est de le retrouver, ce mec-là, et d'essayer de savoir pourquoi C'est il ça. a fait ça. Super bizarre quand même. C'est très bizarre. Mais le film, il est ultra prenant. Et moi, j'étais à fond dedans. J'ai pas envie de spoiler parce que la En fait, fin, tu suis une enquête elle en est, direct. quoi. Ouais, c'est ouais, ça, ça. ouais. Tu suis une enquête. Mais tu suis une enquête vraiment à l'américaine. Elle a un tableau en liège avec des photos du mec, parce qu'on a vraiment des photos de ce mec-là, quoi. Et puis, je sais pas, des villes dans lesquelles il est allé. Enfin voilà, elle le suit. J'ai pas envie de vous spoiler la fin, mais sachez que la fin, elle est extrêmement jouissive. Rappelle le nom du film. L'homme aux 1000 visages. Je vais regarder ça. Ça me dit un C'est truc génial. plus de nom. Il Mais, était au cinéma. Ouais, il est passé au cinéma pas très longtemps. Moi, je l'ai vu à Paris, Ça me du dit un coup, truc, mais. je crois. Mais c'est un putain de documentaire, donc je vous le conseille. Incroyable. Vraiment pour la fin, je vous en supplie, regardez-la. Pour la fin. La fin, Elle Ah, a la dit fin, que c'était ok. jouissif. Ok, la ok. fin elle est incroyable. Ok, bon bah ça donne envie en tout cas. Voilà, donc on a fait le tour des top 3. Ouais. Donc là, on passe aux choses de plus en plus sérieuses. Même si Gauvin, je sais que ton top, il est un petit peu. Enfin, le top 5 pour être le top 1, le top 1 pour être le top 5. Oui, mais, pas toujours. Mais quand même, je dirais que le top 1 était un banger absolu. Et le top 2, il a une place particulière dans mon cœur. Alors, de toute façon, il sera, s'il n'est pas, dans toutes les mentions honorables de tout le monde au minimum. Ouais, Que ce soit dans le podcast ou que ce soit, je pense, dans toute la France, d'accord. puisque c'est le robot sauvage. Donc, Ah, je sais pas, moi, je suis moins fan que vous, je pense, de Robot Non, Sauvage. non, Mais ouais. c'est vas-y, mais c'est ça quand m'étonne pas même que ça soit dans ton top. Alors, une réussite déjà. Franchement, c'est une réussite dans le sens où tout ce que le film a envie de faire, je trouve qu'il le réussit. Alors après, à différentes échelles. Hein. Voilà, comme tu dis, tu vas pas forcément être fan du film, mais c'est un bon film. Je peux pas Oui, le c'est un contester. très chouette film. Ouais. C'est ça. Et donc c'est réussi. Et moi, il m'a tiré les larmes quasiment tout le long. Clairement, alors que je suis pas du genre à pleurer au cinéma. Ouais, moi aussi, à un moment donné, j'étais en mode oula, faut pas que ça aille trop loin. Ouais, non, vraiment, c'est Doucement. Doucement super là. touchant, avec des utilisations très intelligentes de certaines règles de films, du coup, d'animation d'animaux. C'est très précis, mais par exemple, est-ce que tu fais parler ou pas tes animaux dans ton film? Ça, c'est quelque chose qui est assez difficile. Souvent, ça paraît un peu bizarre. Tu te dis pourquoi dans ce film il y a des animaux, mais ils ont des animaux, par exemple, pourquoi Mickey il a un chien, enfin des trucs comme ça. Et là, ça passe carrément, on comprend qu'on est dans la tête du robot qui, lui, a un traducteur des langues animales qui fait que les animaux parlent, enfin c'est des choses qui sont très logiques, qui fonctionnent bien. Donc le film se tient totalement de bout en bout, il a des personnages qui sont super attachants, des morales qui sont très souvent simplistes au possible. Hein. On est dans un monde quand même où les carnivores, les herbivores, ils arrivent à faire copain-copain, mais on sait très bien que ça va se bouffer à un moment. Enfin, si c'est la vraie vie, ça va se bouffer. Donc ça fonctionne pas forcément sur ce point-là, mais c'est pas grave parce que c'est pas l'objectif du film. Et franchement,
J'ai parlé plusieurs fois dans ce podcast, enfin dans tout le 7e œil, d'un site de critique de films que je trouve très intelligent, où j'ai jamais le nom, puisque c'est un site où les parents critiquent les films pour leurs enfants. Et donc j'ai retrouvé le nom pour aujourd'hui, parce que je me dis que Ok. c'est important quand même. On va le mettre en description. Attention, c'est super compliqué, c'est filmspourenfants.net. Ah ouais, D'accord. ça Super va. oui. compliqué à trouver. Et du coup, pour moi, qui a un projet bébé en cours et tout, et qui du coup suis très, très fan du genre du film pour enfants, je suis en mode, ouais, ça va être montré. Hein. Ça va clairement être montré au petit. Hein. C'est trop, trop Ah, important. c'est trop beau. Franchement, c'est vraiment beau. Donc voilà. Trop bien, ça marche. Toi, Dorian, ton top 2. Alors, le top 2, c'est un film français. Mais non, toi qui détestes le cinéma français. Et bah, c'est Le Comte de Monte Cristo. Ah bah oui, Ok. forcément. Le Comte de Monte Cristo, alors oui, je suis d'accord avec toi, on en a entendu énormément du bien, peut-être voir A trop, raison, quoi que ce a soit. raison. Pas trop, Mais- pas trop. Si, franchement, on a beaucoup entendu, mais franchement, bah bien joué à eux, oui. Ah, c'est Si vous en entend beaucoup parler, c'est que vous avez fait quelque chose de très, 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 très bien, tout simplement. Et c'est vrai que s'il y a le moi d'il y a quelques années qui aurait dit ça, d'avoir mis un film français dans le top 2, bah, c'est vraiment comme quoi beaucoup de choses ont changé. Et heureusement, parce que c'est le genre de film qui est vraiment la fierté, je pense, internationale. Vraiment, tu montes ça à l'international, et d'ailleurs, aux États-Unis, il marche beaucoup, beaucoup. Et ça m'étonne pas, parce que c'est vraiment un film français qui assez américanisé, d'ailleurs, je trouve. Oui. Mais franchement, Le Comte de Monte Cristo, bon, déjà, Pierre Ninet, ça, j'apprends à personne que c'est un bon acteur, très bon acteur. Mais là, franchement, il m'a vraiment, vraiment impressionné sur son développement, son écriture de personnage qui est totalement bien faite et qui est faite visuellement dans sa plastique, dans sa manière de jouer, où on passe vraiment d'une personne aimante à quelqu'un de détruit, torturé et même badass. Genre vraiment de voir Pierre Ninet vraiment avec énormément de charisme, ça lui va très bien, il le fait très bien, ça pourrait être ridicule et pas du tout. Donc franchement, c'est super bien fait, les décors. Bon, c'est pas une surprise, hein, c'est des décors d'époque, des châteaux, quoi que ce soit, c'est super bien fait. Et la musique, le thème, très, très beau aussi. Et non, franchement, le scénario, on adapte quand même un livre, mais le scénario, il est très bien foutu. Et genre, la plus grande force du film, pour moi, c'est que c'est super facile à suivre et c'est très prenant. Ça dure 3 heures, mais du début à la fin, t'es scotché à ton fauteuil et tu t'es pris par le film, tout simplement. Donc, franchement, bravo. Vraiment bravo au film et tout ça. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est top 2. Mais t'as cité une qualité qui pour moi est justement le défaut qui fait que je l'ai pas mis dans mon top, Ah ouais malheureusement. Ouais. Alors attention, j'ai absolument rien contre Pierre Ninet, je trouve que c'est un bon acteur. Oula, ok. Cela dit, pour moi, étant donné que le comte de Monte Cristo, ce personnage est censé être l'homme aux 1000 visages qui peut changer d'apparence comme de chemise, etc., j'aurais aimé, et c'est pas de la faute de Pierre Ninet, que le film mette beaucoup moins l'accent sur Pierre Ninet. Que ce soit pas Pierre Ninet qui joue un rôle, que ce soit pas Pierre Ninet le héros, mais que justement le comte de Monte Cristo soit un personnage et que Pierre Ninet s'efface dans le personnage du comte de Monte Cristo. J'ai trouvé qu'il était vraiment tout le temps mis en avant, on le voit 99% du temps à l'écran, avec sa gueule qui est vraiment très marquante, en plus il est très beau, enfin il est très bien mis en avant, etc. Et il y a un vrai culte de la personnalité dans le film sur l'acteur de Pierre Ninet, enfin sur l'acteur Pierre Ninet, qui pour moi dénote totalement avec cette idée de l'homme aux 1000 visages. Ok. Donc c'est pour moi Oui. ce qui fait que je l'ai pas mis dans mon top, Ok. un peu trop masculiniste à mon goût comme film. Ouais. Et voilà. Américanisé surtout. Je pense que c'est le côté Oui, masculiniste. ça vient de là aussi. Ouais. Et c'est pourquoi, du coup, pour moi, je le mets souvent en comparaison avec récemment Les Trois Mousquetaires, puisque on peut Bah, mettre en justement, comparaison. parce qu'il y a François Civil de l'autre côté, mais franchement, pour moi, Comte de Monte Cristo met une mine aux mousquetaires. Et bah pour moi, Les Trois Mousquetaires, par justement cette intelligence de faire plusieurs têtes d'affiche qui, du coup, se volent la vedette l'un l'autre, qui sont à la fois en compétition amicale en tant qu'acteurs, mais aussi compétition amicale en tant que rivaux mais alliés en tant que mousquetaires. Je trouve qu'on a un bien meilleur équilibre sur ce culte de la personnalité dans Les Trois Mousquetaires que dans Le Comte de Monte Cristo. Ok. Voilà. Mais du coup, c'est un excellent film quand même. Ouais, et bien sûr, franchement, bien sûr. il était à 2 doigts d'être dans le top pour moi. Hein, mais cette chose-là fait que pour moi, c'est un peu embêtant. Ok, je comprends. Voilà. Genre, Genre je suis le comte de Monte Cristo à l'Iron Man. Pour moi, ça marche pas dans ce contexte-là. C'est bon. Ah, je comprends. Ok. Ah ouais, ça se comprend. Je suis assez d'accord avec toi. En plus, ça se voit vraiment que c'est lui quand il est maquillé. Hein. Ouais, mais c'est pas très grave ça à la limite. Ça va avec ce que je disais qui du coup est gênant. Mais pour moi, le fait d'être maquillé de manière un peu subtile entre guillemets et qui fait qu'on reconnaît quand même l'acteur, ça
ça peut être Non, mais on pardonné, reconnaît même tu le vois. personnage. Enfin, on Dans voit le- que c'est Edmond Dantès, Oui, même quand c'est le comte de Monte Cristo. Par contre, il y a des plastiques qui sont bien faits. Genre quand il fait le Halifax, Il est stylé, hein. Il est très Ah bien oui. fait. mais quand tu vois, Très bien fait. tu vois, C'est moi je mets en comparaison avec Austin Powers, quand tu vois ce que Mike Myers pouvait faire à l'époque, qui jouait tous les rôles de son propre film et que tu le reconnaisses pas forcément, genre quand il fait gras double dans Austin Powers, tu vois pas que c'est lui. Et Mais en fait, les plastiques sont quand même. Les prothèses sont bien foutues. Hein. Genre, je sais j'ai vu qu'il a passé beaucoup de temps en HMC pour faire toutes ses prothèses ou quoi que ce soit. Et vu la gueule des prothèses, je comprends. Mais non, franchement, bravo à ce film. Hein, je crois que c'est le deuxième. Là, en termes de box-office, ça doit être le deuxième, je pense. Il a un fait succès de 8 fou. millions, Ouais, c'est 9 cool. millions, quoi. Donc non, franchement, et c'est rare d'ailleurs d'avoir au box-office français 2 films français. Parce qu'en général, c'est que des films américains. Là, C'est vrai. c'est une comédie. Et Cocorico. ouais, exactement. Donc ça change. comme les Portugais. Oui. Cocorico, c'est le symbole du Portugal, le coq. Ah ouais? Ouais, on a tous le même symbole. Hein. D'accord. J'ai jamais compris. J'ignorais. Je passe à mon top 2 du coup, Ouais, film vas-y. français également, rattrapage de ces quelques dernières semaines donc que je n'avais pas vu au cinéma, donc là je l'ai rattrapé, pas au cinéma malheureusement, mais c'est pas grave, j'ai quand même pris ma petite claque, ma grosse claque même, puisque c'est l'histoire de Suleiman. Oui, Oh. ok, excellent. Voilà. T'as vu? Tu l'as Ouais, vu? je l'ai Ouais. vu. Ouais. Trop bien. Ah, tout de suite. Donc petit pitch rapidement, si vous en avez pas entendu parler, mais où étiez-vous si vous n'avez pas entendu parler de ce film, parce on en a quand même beaucoup entendu parler, j'ai dit 3 fois entendu parler. C'est drôle. L'histoire de Suleiman, c'est l'histoire donc de ce jeune Guinéen, donc qui a 25 ans, je crois, qui donc vient en France pour globalement subvenir aux besoins de sa maman malade, et qui donc n'a pas de papier et donc doit trouver des solutions pour trouver un travail illégalement. Et il va donc devenir livreur de repas style Deliveroo, même si c'est jamais cité, mais c'est Deliveroo, Uber Eats, voilà. Et donc il va emprunter le compte d'un autre mec, je sais pas s'il est guinéen aussi, mais il a ses papiers. Et Emmanuel, il s'appelle. Et donc il emprunte son compte à lui parce qu'il est obligé d'avoir une pièce d'identité pour se créer un compte, quoi, tout simplement. Et donc en fait on suit ce quotidien d'un mec qui a vraiment une vie, mais une vie de merde, quoi. Une vie, c'est terrible, mais c'est tellement réaliste, c'est tellement la vie de plein de gens. Moi j'ai trouvé ça génial de représenter Paris vraiment comme c'est, parce que je commence à en avoir marre de voir Paris comme dans Emily in Paris. Paris, c'est pas ça, quoi. Enfin, Paris, c'est vraiment comme dans l'histoire de Suleiman. Paris, c'est crade, c'est poisseux. Ça peut l'être aussi. Les gens sont racistes. Les aussi. gens sont aigris, les gens sont très désagréables avec les étrangers en général. Notamment Suleiman, qui en bave tout au long du film. Et qui est d'ailleurs un acteur. Enfin, l'acteur joue quasiment son vrai rôle, Ouais, parce qu'il n'avait pas de papier au moment du film aussi. Je sais pas s'il en a eu depuis, mais enfin, il vient vraiment de Guinée. Il a vraiment galéré pour en arriver là. Et ça me fait trop rire parce que j'ai vu une interview où il parle un petit peu de ses ambitions. Il dit bon, moi je vous avoue, là je vais passer mon petit BTS de mécanique. Moi mon rêve c'est d'être mécanicien. Bon, si le cinéma veut venir à moi, je ne rejetterai pas le cinéma. Mais globalement, moi je veux juste faire de la mécanique. Donc là je veux juste mes papiers pour pouvoir faire mes études et faire de la mécanique, quoi. Donc en fait c'est un mec qui a gardé la tête sur les épaules, malgré. Enfin, il allait à Cannes et tout ça, mais il savait pas ce que c'était que Cannes. Hein, au moment où on a dit tu es invité au festival de Cannes, c'est pas rien. Il était bon bah cool, hein, ça me va. Je sais pas à quoi ça correspond. Moi, je veux faire de la mécanique. Mais voilà, enfin un film passionnant pour tout ce que ça raconte, pour la vie dans les transports à Paris, pour la vie d'un étranger à Paris, de passer ta journée à servir des gens très désagréables et à rentrer le soir dans des dortoirs avec plein d'autres mecs qui ont la même vie de merde que toi. Et voilà, film vraiment très fort, très intéressant et film à voir absolument. L'entretien d'embauche. Hein. Oui, j'ai pas parlé de ça. Qu'est-ce qu'il est fort. Mais tout le propos du film, c'est ça. Hein, il prépare un entretien pour avoir ses papiers, quoi. Et franchement, l'acting là qu'il a atteint, en fait, oui, il joue son rôle, donc évidemment ça aide énormément. Mais en vrai, ça peut être l'une des meilleures prestations qui a été faite en 2024 parce que c'est vraiment. Je suis en mode, ah ouais, ça va, c'est fort, hein. C'est très très fort et ça, c'est viscéral, genre c'est hyper ses mots. En fait, non seulement il lutte pour essayer de trouver une place, mais en plus il lutte pour essayer de se faire comprendre parfaitement. En plus, on voit qu'il cherche ses mots, il sait pas s'il doit dire la vérité ou non parce que le entretien se passe là-dessus en mode est-ce qu'il doit inventer pour justement essayer d'avoir le poste ou il doit dire la vérité et il doit raconter vraiment sa vie. Et même quand il lui dit bon c'est bon, j'ai compris, tu mens comme beaucoup de. Enfin, tu racontes beaucoup d'histoires comme beaucoup, mais. Tu racontes la même histoire que oui, tout le monde raconte. Dis la vérité. Et même là, en disant ça,
il sait pas, il continue, il fait un mélange, il continue à mélanger entre dire la vérité ou pas. Et c'est fort parce que tu sens la douleur, c'est-à-dire qu'il continue à parler, mais on sent la douleur qui commence à monter en même temps. Donc c'est Parce que c'est super hyper bien joué. humiliant, quoi. Mhm. C'est hyper humiliant. c'est T'es hyper obligé, déjà, t'es obligé de raconter ta vie. C'est vraiment tout ça. Ta vie misérable, très compliquée, Avec quelqu'un que tu connais pas. tu vois, de mecs méprisés dans un pays que tu connais pas, dans une langue que tu maîtrises pas parfaitement. Enfin, c'est déjà une première humiliation. Et tout ça pour qu'une dame qui te connaît, mais ni d'Ève ni d'Adam, va décider à ta place de si tu mérites d'avoir tes papiers ou pas, parce que ta vie est suffisamment misérable ou pas, quoi. Enfin, est-ce que t'en as assez bavé pour avoir des papiers? Le système est, c'est aberrant quand même Très cruel. d'être obligé d'en arriver là pour vivre dans un pays. Enfin, c'est Survivre même déjà. J'ai rencontré quelqu'un récemment, justement, une compagnie qui venait en France, qui vit en France du coup aujourd'hui, qui fait du théâtre et compagnie. Et du coup, il y avait un gars de la compagnie qui est brésilien, qui vit en France depuis maintenant quelques années, 2-3 ans, qui n'a toujours pas ses papiers. Et en fait, il a attendu un petit peu avant de pouvoir passer l'examen pour avoir les papiers, parce qu'il est tellement dur, niveau connaissance de l'histoire de France, etc. et tout, que il voulait être sûr de l'avoir du premier coup, parce que si tu l'as pas du premier coup, il y a moyen que tu grilles tes chances pour le revoir une prochaine fois, parce que maintenant ils ont ton dossier et ils savent que t'es pas forcément adapté à devenir français. C'est dur. Donc il parle très bien français, il a tout ce qu'il faut, il connaît mieux l'histoire de France que nous, mais il a attendu d'être vraiment sûr de lui pour pas prendre de risques et pouvoir obtenir la nationalité. c'est chaud, hein. C'est dur. Très très chaud. Mm. Mais bon, voilà, tout ça pour dire, film aussi important, je pense, que Les Graines du Figuier Sauvage, d'un point de vue politique, d'un point de vue de ce que ça raconte, de la vraie vie, mais cette fois-ci en France, quoi, dans un pays qu'on connaît, mais qu'on connaît peut-être pas si bien. Ouais, non, mais Voilà. on apprend des choses un peu dures. On va pouvoir passer maintenant à nos top 1, Oh la les vache. plus grosses claques Alors de attends, notre année. il est sorti en 2024 ans. Il est. Alors, non. Quoi Il est, voilà, commence, tu vois. il est sorti en France en 2024. Oui, bah c'est bon, ça suffit. Ouais. Il est sorti en janvier. Donc, le meilleur film de l'année est sorti. Attends, on peut avoir un petit. On essaie de deviner. Ah ouais, Oui. vas-y, Pour le dernier, on essaie de on fait deviner, ça pour pour les tops. pour les vas-y. derniers, on Il essaie est sorti du coup en janvier, donc il est sorti en tout début d'année. D'accord. C'est pas un film français, du coup. Ok. Film américain? Non, Ok. Asiatique. Film en prise de vue réelle ou d'animation? en prise de vue réelle. Après, beaucoup d'effets Japonais 3D. Japonais. Film japonais, sorti en tout début janvier. On en a beaucoup entendu parler? Alors, très brièvement, c'est-à-dire que vraiment en janvier, c'était partout. On en entendait parler partout. En janvier 2024, mais c'est loin. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il y a un film qui porte quasiment le même nom, qui traite un petit peu de la même chose, mais qui n'a rien à voir, qui est sorti courant de l'année et qui est une pure daube. Qui est Qui est un japonais aussi. Il n'est pas japonais, mais il est inspiré de films japonais. Oh, c'est dur. Il y a des acteurs connus. Alors non, pas forcément à ma connaissance, peut-être au Japon, mais... Attends, mais janvier 2024, je sais même pas ce qui est sorti en janvier Et ce 2024. qui est drôle, c'est que Bah c'est ouais, inspiré, c'est c'est une adaptation en fait d'un film du coup japonais qui date d'il y a un sacré bail, puisque si je me souviens bien, c'était il y a 100 ans. Non, peut-être pas 100 ans, 80 ans. C'est super dur. Oh, c'est dur. C'est super dur. Oui, bah oui, totalement 80 ans, je suis con, bah oui. Donc, film japonais, prise de vue réelle d'action. Oui. Ouais, Ok, ouais. film d'action, plutôt film d'arts martiaux. Pas du tout. Ok. C'est un film qui se passe pendant... L'époque. Je l'ai, je crois. Ah ouais, tu l'as, vas-y. Non, c'est coréen. C'est chinois, pardon. Ah. Non, c'est pas ça. C'est un film qui se passe pendant la... Alors, j'ai pas envie de me tromper, hein, mais j'ai envie de dire Seconde Guerre mondiale. Ouais, Seconde Guerre mondiale. Ok. Mais qui est fictionnel de Oh, ouf. j'en ai aucune Ah la idée. vache. Mais donc c'est un film de guerre. C'est un film de guerre, oui. Je pense que je connais pas. Hein. Est-ce que tu penses qu'on connaît? Ah oui, totalement. Alors, Ah ouais vous connaissez peut-être pas ce film-là, même si je pense que vous le connaissez, mais alors par contre, vous connaissez carrément les films qui l'ont inspiré. Est-ce que tu peux nous dire un, du coup, un film qui l'a inspiré? Bah, il y a son nom dans tous les films. À chaque fois, il porte le même nom, le film, du coup. Mais attends. Donc, il y a un personnage qu'on suit. Il n'y a pas un personnage qu'on suit, mais il y a un personnage qui est récurrent dans tous ces films et qui est généralement le grand méchant du film, mais qui n'est pas forcément méchant, qui peut aussi être gentil. Je sais pas. C'est super dur. très C'est drôle. trop dur. C'est très très drôle. C'est super dur. Bah, dis-nous. Hein. Godzilla -1. Ah, mais oui. Ah, mais oui, mais d'accord, ok. On était dessus, mais en même temps, on n'était pas dessus. Ok. Ah ok. Ah oui, c'est sorti il y a longtemps, effectivement. Ouais, carrément. On dirait même pas qu'il est sorti en 2024. Bah ouais. Et ouais. donc c'est ouais, pour c'est- moi vraiment le meilleur film de 2024. Ok. Et claque monumentale, très bonne adaptation, mais très qui renouvelle vraiment
l'histoire et la façon dont ça doit être réalisé aujourd'hui, qui en plus met en scène un Japon qu'on n'a pas l'habitude de voir, même dans ce genre de film. Souvent, on voit les villes se faire détruire, etc. Mais en fait, balèque un petit peu, on se concentre sur d'autres trucs. Là, on est vraiment en plein dedans. On a ce héros qui se retrouve toujours embarqué dans les destructions les plus puissantes et il vit la chose d'en bas en fait. Et je trouve que c'est épique au possible et ça parle de pas mal de choses dans le contexte de la guerre justement au Japon, notamment le principe de kamikaze et compagnie, les évolutions de l'avion qui permettent de larguer les bombes et compagnie, et qui du coup en fait anéantissent le principe du kamikaze, l'invention du siège éjectable, des trucs comme ça qui sont super intéressants en fait. Et je trouve que ce film est une vraie claque dans le film d'action, dans le genre de film d'action. Cette année, il y a eu le Joker 2, il y a eu Gladiator 2, qui m'ont énormément déçu, mais Godzilla Minus One aussi. Mais non, mais what? Godzilla Minus One est un film qui m'a déçu. Mais c'est fou. Ok, j'ai entendu tellement de bien de faire un film, en plus il a eu un Oscar, c'est excellent. de faire un film avec si peu de budget et de mettre à l'amende des grosses productions américaines. Et moi je me dis, mais je veux voir ça, surtout Godzilla, genre Godzilla en plus japonais, je veux voir ça. J'attendais le moment voulu, enfin le moment pour le voir au cinéma et tout ça. En plus je le vois avec Golem. Ouais. En plus. Et j'étais déçu parce que en gros je m'attendais à quelque chose de bien, mais à quel moment déjà je suis rentré dans l'histoire, ça m'a absolument pas touché, j'étais complètement hermétique. Les seuls moments qui c'était vraiment impressionnant, c'était quand Godzilla est dans la ville et où il se recharge avec ses épines ou quoi que ce soit. Bon, ça c'est en termes d'épique, c'est très très bien foutu, mais je m'attendais tellement à mieux en fait. Je m'attendais vraiment tellement à mieux. Mais la relation entre les deux personnages qui se mettent à vivre ensemble. What? Non mais c'est n'importe quoi. Ça me touchait absolument pas. Je n'ai pas été touché, vraiment. Je n'ai pas été touché. Là, je comprends vraiment pas. Je n'ai pas été touché et ça m'a absolument mis en dehors. Et je sais que ça a beaucoup plu à énormément de monde, mais alors moi ça m'a rien fait du tout. Et peut-être que l'attente que j'avais mis autour de ce film a joué. Peut-être j'avais mis trop d'attente quoi que ça. Mais je l'ai vu une deuxième fois et je dis bon. Ah ouais, je n'aime pas. Je n'aime pas. Je comprends pas. Je comprends pas. J'ai beaucoup trop. Et pourtant, c'est vraiment ma came ce genre de film. Mais franchement, j'ai vraiment pas réussi. Pour moi, c'est vraiment pas le meilleur Godzilla pour moi cette version. Donc, pourquoi t'as préféré Godzilla vs Kong? Non, je préfère celui de Gareth Edwards. Tu me dis juste le réel, je sais pas. Le premier, 2014. Bah, je trouve que de 2014. Ouais, 2014 ou 2016. On parle du premier. Le premier quoi? Godzilla. Bah, le premier Godzilla, il date pas de 2014. Non, mais le premier. Non. Godzilla américain. Ouais, voilà, américain. Ouais. Il me semble que c'était lui qui m'a le plus. Non, Shin Godzilla. Shin Godzilla, pour moi, c'est le meilleur Godzilla. Vraiment. C'est déjà, que j'ai vu cette année aussi. Mais je pensais qu'il soit sorti en 2024. C'est dommage qu'on nous entende et qu'on nous voit pas, parce que si vous aviez vu la tête de Gauvin qui se décompose. Ah non, mais là, je suis au sol. Au fur et à mesure. Shin Godzilla est la meilleure adaptation de Godzilla. C'est le meilleur film Godzilla, Shin Godzilla. C'est genre parfaitement. Et puis même les personnages, on ressent un peu plus l'intensité de la dangerosité, alors que c'est une destruction massive dans nos jours actuels et tout ça. Et c'est déjà le Godzilla en lui-même, il est très particulier. Genre d'un côté t'as l'impression qu'il est drôle, mais en fait ça rapporte du cringe et de la gênance et tout ça, et il est très bizarre, mais genre il est parfait. Il est parfait peut-être pas, mais il est très bien. Et pour moi non, Godzilla Minus One, malheureusement j'en attendais beaucoup. Il y a des bonnes choses, hein, rien à dire, mais je suis très déçu. Et pour moi oui, dans le meilleur Godzilla, c'est Shin Godzilla. Bon, la morale en tout cas, c'est qu'il faut aller voir Blue Giant. Ouais, voilà. Il en peut plus. Gauvin veut arrêter d'enregistrer immédiatement. Il est décomposé. Je t'en supplie, Navoie, le dis-nous. Ok, j'irai le voir. Parce que là c'est on pas en parlera. possible. C'est pas possible. Je le verrai. Je le verrai. J'en supplie. Je t'en supplie trop, franchement ça. Au top 1. Je parlerai plus de ce podcast. Attends. Je propose qu'on passe au top 1 de Dorian. Bon, moi j'ai vu ta feuille, Dorian, donc je vais pas jouer. Tu fais chier. Je vais pas jouer aux devinettes. Gauvin, t'as pas vu sa feuille? Non. Bon bah, Dorian. Après, ça m'intéresse plus maintenant. Il est décomposé. Je veux pas savoir c'est quoi ton top 1, je m'en fous. Si je dis pas Christopher Nolan, je dis Gauvin. J'en sais rien, je t'écoute plus là. Non, mais abattu. C'est bon. Il est abattu. Mon top 1, du coup, bah, c'est pas Christopher Nolan, c'est Denis Villeneuve. Ok, et donc. De la merde. Qu'est-ce qu'il a réalisé, Denis Villeneuve, cette année? Est-ce que ça serait pas Dune 2? Surcoté. C'est vraiment pour moi. Je l'ai pas vu alors. C'est vraiment pour moi la claque. Enfin, même pas la claque parce que je m'y attendais. Et c'est ça qui est fou. C'est que le film a été. Je sais qu'il allait sortir en 2024. Et je dis, ah bon,
Je l'ai pas vu, dans tous les cas, je vais le voir. Ce sera mon film numéro 1, ce sera mon top 1. Même pas besoin de le voir. Et déjà, c'est fou déjà d'avoir ce genre d'a priori parce que ça veut dire que t'as beaucoup d'attentes quand même envers ce film. Donc, t'as pas le droit d'être déçu, sinon c'est chiant. Et quand tu vois le film, ça va au-delà de tes attentes. Ça va au-delà de tout ce que t'aurais pu imaginer, ça va au-delà du top 1 ou quoi que ce soit, c'est monstrueux. Genre, c'est monstrueux du début à la fin. Déjà que j'ai beaucoup aimé le premier Dune, mais c'est une folie quand même de faire d'un bon film, de le mettre à l'amende parce qu'il met à l'amende son premier film. Tout dans Dune 2, on a tout en mieux en fait. Déjà l'écriture de Paul Atreides qui passe d'un ado un peu infantilisé à un prophète, d'être badass, d'être vraiment puissant. Vraiment, le développement est fort. T'as un antagoniste qui est terrifiant, incarné par Austin Butler, ou même visuellement on s'octroie quelques belles prises de vue parce que c'est vrai que Villeneuve il a vraiment un côté très minimaliste de présenter son décor, du coup d'utiliser sa mise en scène par rapport à ce décor minimaliste et d'avoir ce noir et blanc avec ce côté très terne, très monochrome, c'est très blanc. Il tente des visuels qui sont vraiment très bien. Après t'as toujours son chef-op qui est monstrueux et tout ça. Et oui, la musique, Hans Zimmer, hein. Voilà, c'est vraiment le point noir du film, quoi. Qui est- Tu parles pas de Christopher Nolan, tu parles de Hans Zimmer. Donc qu'est-ce que son travail monstrueux encore, Hans Zimmer, de reprendre des fois, d'utiliser un thème très... Alors là, Gauvin se décompose un peu plus. Ouais, parce que Gauvin n'aime pas Hans Zimmer. Et d'avoir vraiment un thème entre justement le personnage, Paul Atreides et les personnes de Zendaya, qui est vraiment très, comment dire, très contemplatif, très doux, contemplatif, pardon, très doux et très puissant à la fois. En fait, c'est ça qui est la force des musiques d'Hans Zimmer, c'est de réussir à trouver de la force, d'apporter de la puissance dans des images déjà qui sont déjà puissantes et même de rajouter de la force dans des moments de douceur. Et ça, il le fait parfaitement. Et en termes de grandiose, le spectacle est fou. Genre, c'est un énorme spectacle et t'as des frissons du début à la fin et t'es en mode, ok, oui, j'ai pris une claque, je sais que j'ai pris une claque et c'est monstrueux. Donc, merci Villeneuve, le casting, encore une fois, que du bon. Et voilà, de toute façon, c'était pour moi, ça avait aucune surprise. Aucune surprise que ce soit lui. Et voilà. Ouais, ça n'est une surprise pour personne. Ouais. C'était sûr. On s'en doutait. Gauvin, un truc à ajouter? En fait, je suis d'accord avec toi, hein, ça met une claque au premier film, parce que le premier était bien et le deuxième est très bien. Voilà. C'est ok. C'est très bien. Je l'ai vu et j'ai été content, je me dis, ah, c'était bien. Voilà. Ok, t'as pas trop... plus Non, mais approché que ça, quoi. je trouve que ça fait super bien le café. C'est une meilleure adaptation que tout ce qu'on a pu avoir de Dune, que ce soit le 1 ou le 2. Et je pense que ce sera une grande saga. Oui, parce qu'il y a le marquera- Messia, il y a Dune Messia du coup qui est en développement. Non, je pense que ce sera vraiment à la hauteur de ce qu'on a comme autre saga et ça pourra se regarder comme on regarde un Harry Potter, un Seigneur des Anneaux, un Star Wars, voilà. Et voilà, c'est super bien. Voilà. Ok. Après, Hans Zimmer pour moi, clairement pas. Hein. Le main theme est un super bon thème. C'est tout. Voilà. Et... Ouais, sans plus. Mais t'as Ouais. quand même bien aimé le film. Ah oui, oui. Ah non, Ok. vraiment, je pourrais me le re-regarder. Après, c'est pas un film que je regarderai tous les 4 matins. Mais tu peux te dire, allez, on se fait un marathon Star Wars. Bah, tu pourras te dire, allez, on se fait un marathon Dune. Voilà, c'est gaulerie. Ok. Voilà. D'ailleurs, RIP de David Lynch en parlant de Dune. Ah oui, Qui est mort récemment. David Lynch. Mais Rest in voilà, peace. j'ai eu ces petites pensées. Moi, j'ai le cœur en miettes. Et cœur en puis miettes. tout le monde, genre même les gens qui ne sont pas forcément dans le cinéma, et genre ont partagé pour dire à quel point il a un impact. Ouais, c'est un grand monsieur. hein. C'est un grand monsieur. Hein. Mais voilà. Avec Bolem, on est dévasté. Non, c'est bon. Hein Ah oui, parce que Twin Peaks. Bah, Ça, Twin Peaks, toute la carrière, tout ce qu'a fait, tout ce que touche Lynch, moi, ça me touche. Bon, est-ce que tu pourrais essayer de me remonter le moral avec un bon top 1, s'il te plaît? Oui. Alors, je crois que tu l'as pas vu, on alors peut pas deviner, encore. on peut deviner. Mais je t'en supplie, va le voir, Gauvin. Ah, On ça peut y est, je deviner, sais. on peut deviner Ouais, je sais. Stop. Ah, Mais vous savez déjà, Oui. je l'ai déjà dit. Bah non. Bah attends, joue pas Gauvin alors. tu sais. Vas-y Dorian, essaye de deviner. C'est un film d'animation. Ça y est, je l'ai. Ah, je l'ai vu. Oui. Mémoire d'un escargot. Oui. Ok. J'ai trop hâte de le voir. Mémoire d'un escargot. J'en ai déjà parlé dans l'épisode en vidéo, donc j'ai pas envie de trop me répéter, mais c'est la grosse claque que j'ai eue à Annecy l'année dernière. Et ce film a grandi en moi. Ce film, j'y repense très souvent. J'y ai repensé il y a pas très longtemps parce que depuis quelques temps, je travaille dans un cinéma et
où toute l'équipe on travaille un peu sur la programmation. Et donc on me demande un peu mon avis sur notamment la programmation jeune public. Et Mémoire d'un escargot, c'est très très compliqué à programmer parce que c'est pas du tout adapté à un jeune public. C'est pas trop... Enfin, ça dépend de vos enfants. Là, je m'adresse aux gens qui ont des enfants. C'est pas pour les Quand enfants vous du tout, connaissez hein. vos enfants... Non, je pense que... Moi, j'ai vu le premier film de Adam Elliott, qui est... Max et Marie. Max et Marie Lily. et Max. Max Pas et du Lily. tout. Ouais, Marie et Max, Marie et Max, ouais. qui est Je l'ai vu pareil... enfant aussi, hein, donc, Ouais, mais tu vois, mais je pense que c'est pas adapté à n'importe quel enfant. Je pense qu'il faut être accompagné. Ouais. Tu connais ton enfant, tu sais ce qui est possible de lui montrer ou pas, tu sais ce qui peut le mettre mal à l'aise ou pas. Et il y a des blagues, graveleuses hein, dans les deux films. Dans Mémoire d'un escargot, il y a des blagues de cul, il y a des blagues pour les adultes, quoi. Mais je pense que ça peut être vu par des enfants pas avant 10 ans, évidemment. Mm. Mais le film est vendu pour des enfants pas avant 14 ans, quoi. Tu vois. Ouais, Vraiment. Il y a des trucs À il y a des trucs partir, choquants. Il y a des trucs choquants dans Mémoire d'un Ouais, escargot. ouais, c'est un film qui est assez dur, qui est assez sombre, mais en même temps, il y a un véritable équilibre entre ce qui est sombre et ce qui est drôle. Enfin, il y a un truc qui marche super bien. Enfin, c'est un super film. Mais en gros, pour faire un petit pitch, parce que ça, je l'avais pas fait dans l'épisode en vidéo, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Grace, qui a un frère jumeau qui s'appelle Gilbert. Et ils sont les meilleurs amis du monde. Et un jour, leur père, alcoolique, décède. Et à ce moment-là, ils vont être séparés et aller chacun dans des foyers différents. Et nous, on va plutôt suivre Grace, qui est un petit peu étrange, comme tous les personnages de Adam Elliott. Donc on suit Grace dans sa vie de petite fille qui grandit petit à petit et qui est, à qui il manque une partie, quoi. Il manque son frère jumeau qu'elle a besoin de voir. Hein. Ils ont une relation très fusionnelle et ils ont une relation épistolaire. Donc on suit un petit peu comme dans Gilbert, Marie et Max, quoi. comme dans Marie et Max, mais c'est vraiment les mêmes films. Ok. Donc c'est ça Mais qui est traite d'un génial. sujet différent, Mais quoi. qui traite d'un sujet différent, qui traite des personnages différents, mais c'est la même ambiance, la même atmosphère, tout en racontant une histoire qui est très différente. Donc c'est un plaisir. Quand on a aimé Marie et Max, on ne peut Ouais. qu'aimer Mémoire d'un escargot. Donc Bon, j'ai Gauvin, compris. je t'en supplie, va voir Mémoire d'un escargot. Il faut aller voir Mémoire d'un escargot. C'est un film qui va pas très bien marcher en salle, je pense, Non. parce que le public est trop particulier. Enfin, ça parle à des gens qui aiment l'animation, Bien ça sûr. parle à des gens qui aiment la stop motion. Mais en même temps, les gens vont penser que c'est pour les enfants, mais pas pour les enfants. Enfin, c'est un public qui est un petit peu difficile à choper. Donc, c'est le genre de film qu'il faut. Je serais pas le voir si je me l'aurais pas conseillé. Et Ouais, même ouais, j'ai et ça amené, t'a plu j'ai amené deux potes. J'ai amené deux potes avec moi qui étaient vraiment en mode ah ça y est, s'il te Et plaît. ils ont aimé. Je suis en mode allez-y, on y va. Et ils sont Bah, t'y allais avec Nico, Nico qui était sur notre premier ouais, épisode. exactement. Voilà. Sur l'au-delà. Et ils ont vraiment beaucoup aimé. Et même moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Vraiment, c'est. C'est fou. Si Évidemment. Dorian a aimé, Et ouais, voilà. encore une fois, on est deux. Gauvin, c'est pas une surprise, tu vas aimer, c'est sûr. Oui, non, mais Gauvin, je pense que tu Donc vas. c'est encore un tu film vas qui aimer, aurait ça, pu se c'est sûr. retrouver dans nos 3 tops. Mais Enfin, non, pas le tien, mais. en vrai, c'est le genre de Gauvin, film qui, avec du temps, ça peut monter. Parce que c'est monstrueux. Et oui, pour moi, c'est un film d'enfant. Oui et non, genre, ça parle de. Non, c'est pas un film d'enfant. Mais Ça- est-ce que c'est un film qu'on pourrait montrer à des enfants? Bah non, je pense pas. Ouais, je pense pas. Parce que Bah, c'est ça dépend des enfants. Enfin, t'emmènes pas une classe voir ce film-là, mais C'est tu un peux peu- emmener ton enfant si tu sais qu'il est capable. En fait, c'est comme les Tim Burton. Hein. C'est un peu le même délire Ah bah, d'avoir. Tim Burton, c'est totalement fait pour les enfants, C'est Tim Burton. carrément pour les enfants. Ouais, mais Tim des Burton. trucs un peu. Mais c'est un peu vraiment- sombre. Un peu sombre C'est quand même. vraiment volontairement Bah oui. pour les enfants. Ouais, je sais C'est-à-dire pas. que moi, mon père m'a éduqué en me montrant du Tim Burton. hein. Ah, pareil. Dès que j'étais tout petit, il m'a mis Ouais, la mais il y a des cassette trucs- il y a des de trucs Mr. qui Jack. peuvent- Ça dépend des enfants, encore une fois, comme les Ghibli ou quoi que ce soit. Non, non, ça non, peut- je suis pas du tout pas d'accord avec pour toi. Tim Burton. Mr. Vraiment Jack, pas. c'est dans le catalogue école et cinéma, c'est adapté à Ok. vraiment des enfants, même sensibles. Hein. Ok. Ouais, vraiment. C'est sombre, l'univers est sombre, mais le récit n'est pas si Ouais. sombre. Ça parle de la mort, mais de manière Autant très. dire que le meilleur escargot, légère. tu peux pas montrer Non, ça. c'est Non, autre non, chose, ça, Mémoire c'est- d'un escargot, tu peux pas le ça, mettre tu dans le peux pas, catalogue si t'as des école et trucs- cinéma. à un moment donné, mais, quand tu vois les. Bon, je spoil pas, hein, quand t'as les vis, quand tu vois les vis du mari de Grace, Ouais. t'es en mode bon, là, je pense que c'est le truc le plus choquant en fait. Oui, du c'est film. très chaud. C'est vraiment très chaud. Bref, on va pas Mais spoiler. on va pas spoiler, de toute façon, je spoil pas. Mais oui, il y a des moments un peu durs comme ça. C'est mais- dur et c'est beau. L'animation, elle est très particulière. C'est comme on a dit. Ouais, moi j'adore. Peut-être pour ça que moi, ça me touche moins. C'est que Mhm. ce genre d'animation un peu moche, stop motion. Mais après, évidemment. Pas moche. Enfin, C'est- l'animation, oui, mais elle dérangeant, est. c'est dérangeant. C'est dérangeant, ouais. Voilà, mais c'est un magnifique film. C'est Ouais. super, c'est magnifique, vraiment. Donc oui, tu vas aimer, ça c'est sûr. Oui, je le Tu vas sais. aimer. Donc voilà. Trop bien. Bah, les copains, on a fini. Oui. On a fini, on a fait nos top 5. Un Très, petit très, peu- très éclectique. très éclectique, À part ouais, Blue cette Janet. année. On a quand même un film ouais. qui se retrouve dans les trois quand Ouais. même. On Mais a un qui est un film commun. film qu'on n'aurait pas forcément sélectionné habituellement, qui est un film qui nous a marqué,
Alors qu'on est tous différents et que c'est pas. Et c'est pas genre le film de- qui on aurait pu dire ah bah celui-là on va tous Ouais, aimer c'est tous ça, trois. c'est ça. Ouais, Ouais, ouais. c'est sûr. Contrairement à C'est- Babylone qui a un peu réuni tout le monde de manière logique. Bah, comme là, le conte de Monte Cristo nous réunit aussi un peu tous Ouais, les mais trois. il est pas allé dans nos tops en vrai. Il est Enfin, pas dans nos juste le mien, tops, quoi. mais enfin c'est un peu le même esprit que Babylone. Oui. C'est un film qui a Oui, beaucoup voilà. plu. Enfin, Mm. Babylone n'a pas beaucoup plu au monde entier. Hein. Babylone a beaucoup divisé. Ouais, il a- Monte Cristo, ça n'a pas beaucoup divisé. Mm. Blue Giant, c'est quand même assez inattendu, quoi. Ouais. Ouais. Effectivement. Donc c'est pour ça. Donc allez voir Blue Giant. intéressant. C'est une bonne comme top. surprise. Très bonne surprise. Ouais. Franchement. C'est toujours un plaisir de faire cet épisode top de l'année. Moi, Non. je trouve. Bah Ah. si. Non, pas vraiment. Sauf pour, Bah, si. Non, non, sauf c'était pour horrible. Gauvin pour le Ah passage ouais, sur horrible. Godzilla. Non, mais moi je trouve ça toujours hyper cool qu'on fasse Ça un mérite petit. pas, en fait. Ça me fait rire. Ça, je suis désolé, ça fait rire. Non, moi je trouve ça toujours hyper cool qu'on fasse un petit récap de notre année. C'est toujours un chouette moment. Et puis c'est un épisode dont on nous parle. Je trouve l'épisode de l'année dernière, on m'en parle assez souvent Ouais, moi aussi. pour me dire mais je suis pas du tout d'accord avec vous sur tel film Ah ouais ou tel film n'est pas sorti en 2024. Notamment. Par exemple. Enfin, en 2023. Par exemple. Mais voilà, donc c'était super cool. Je profite, petite conclusion pour faire un petit point promo pour notre prochain important. épisode. Donc là, on tourne cet après-midi, on tourne un deuxième épisode. Donc il sera l'épisode qui sortira à la fin du mois de janvier. Mais notre épisode du mois de février sera tourné et enregistré en public au Alors, Chaplin. c'est plus complexe que ça. C'est notre épisode de mars. Notre qui sera épisode de mars, tourné pardon. En fin février. Oui, c'est ça. Voilà. Donc on aura en gros un épisode en février, ça y a pas de souci. Mais on aura du coup notre épisode de mars qui sera tourné fin février, le 28, avec un public. À partir de 19h avec une projection du film L'étrange pouvoir de Norman. Donc on vous dit directement le thème, hein, ça sera un épisode sur les zombies. Donc je pense qu'on communiquera quand même les films qu'on aura choisis en Totalement. avance pour que vous puissiez les voir si vous avez envie. Et puis on fera de toute façon un petit rappel promo sur Instagram. Donc venez s'il vous plaît, ça va être chouette. Ouais, vous êtes tous conviés. Voilà, et bah écoutez, on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode du 7ème œil. Allez, bisous. Des bisous.